Écoutez les amis, je vais commencer donc cet audio par vous présenter un petit peu le projet, sans vous prendre la tête parce que j'ai l'habitude d'écouter quand je fais la cuisine, quand je fais la vaisselle ou quand je fais du sport, des podcasts, des choses comme ça, et ça prend la tête en fait quand les gens commencent et ne vont pas au bout de leurs réflexions. Donc je vais essayer d'éviter cet écueil. L'idée, c'est ici que je vous parle de manière libre pour vous aider à préparer vos concours administratifs. Euh, et là, vous vous demandez, si vous ne me connaissez pas, qui je suis pour vous parler de concours administratifs. Je m'appelle Jad Amani, j'ai aujourd'hui 27 ans et je suis fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances, qui a encore une fois euh, changé de nom. À chaque remaniement, ça change. Et en parallèle de mon travail au sein de la fonction publique, je suis professeur de droit public et de finances publiques dans deux prépas, la prépa dite talent de l'INSP à Strasbourg et la prépa concours de Sciences Po Paris, donc deux prépas dans lesquels j'enseigne, comme je l'ai dit, le droit public et les finances publiques. J'ai une expérience assez significative puisque j'ai corrigé, je dirais, à peu près 300 copies depuis la nouvelle mouture du concours et je continue encore à en corriger, donc que ce soit en droit public ou en finances publiques. Et ça m'offre, je pense, une forme de légitimité à vous donner des conseils dans votre préparation au concours. Et en fait, en résumé, j'ai une triple expérience qui fait que je peux euh, vous aider à préparer vos concours. Une première expérience de terrain dans l'administration, qui fait que je suis en prise avec l'actualité administrative et en particulier sur les sujets de finances publiques, puisque ça m'occupe à titre principal tous les jours. J'ai une expérience dans l'enseignement, puisque je vois régulièrement des étudiants et je leur donne tous mes trucs et astuces pour pouvoir réussir leur concours administratif. Et enfin, j'ai une expérience, si je puis dire, de premier rang, de première main, puisque j'ai moi-même préparé des concours et je les ai réussis pour certains d'entre eux, notamment le concours de l'ENA, puisque ça s'appelait l'ENA à l'époque, et le concours d'administrateur de l'Assemblée nationale. Et donc j'ai fait une scolarité à l'ENA pendant 2 ans. Dans cet audio, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de l'actualité, et on reviendra notamment sur des sujets qui ont trait aux finances publiques, aux questions sociales, aux questions internationales et aux questions européennes, qui sont donc quatre matières importantes dans la préparation au concours. Et dans une deuxième partie, la thématique que j'ai choisie pour cet épisode, c'est de vous parler de la dernière ligne droite de préparation au concours, parce que ça y est, on est à 2 mois, quasiment jour pour jour, du début des épreuves de l'INSP, donc l'ancienne ENA. Et je pense que la stratégie que vous devez adopter dans ces 2 mois, elle est différente de celle que vous avez adoptée jusqu'à présent. Et je vous partagerai un petit peu mon expérience. Encore une fois, ce n'est que mon expérience et il n'y a pas, de méthode unique dans la préparation au concours. La méthode qui fonctionne, c'est la méthode qui fonctionne pour vous. Et si je vous donne des conseils et que vous ne les trouvez pas pertinents, bah écoutez, vous pouvez fermer cet audio et puis vaquer à d'autres occupations, et en particulier vous préparer de la manière dont vous souhaitez. Mais là, moi je suis là juste pour vous donner mon retour d'expérience à chaud, sans préparation, juste en m'appuyant sur les idées qui me viennent en tête. Si ce programme vous convient, je vous propose qu'on commence par la première partie donc, de cet audio que j'ai appelé Actualité dans ma grande originalité. Et on va parler donc de finances publiques, de questions sociales, de questions internationales et de questions européennes. Pour commencer, j'aimerais parler donc de finances publiques et vous rappeler un petit événement qui a eu lieu de mémoire la semaine dernière, qui est la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou, qui dans cette déclaration de politique générale
a fait tout un laïus sur les finances publiques et la nécessité de retrouver une forme d'équilibre dans nos finances publiques. Euh, et c'est un point qui, je pense, était important pour lui à évoquer, dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que le contexte est assez particulier puisque nous sommes sous loi spéciale, c'est-à-dire que les discussions au Parlement sur les lois financières ont été prolongées à la suite de la censure du gouvernement Barnier. Et par conséquent, c'était important pour le Premier ministre Bayrou de mettre en évidence la priorité qu'il accordait au rétablissement de nos comptes publics, mais de manière plus prosaïque, la priorité qu'il accordait au fait de doter la France d'un budget pour l'année 2025. D'ailleurs, à ce sujet, nous sommes donc en période qu'on appelle une période de service voté, c'est-à-dire que les crédits des ministères n'ont pas été arrêtés par le Parlement. Néanmoins, afin que les services publics, afin que l'administration, afin que l'État puisse continuer de fonctionner, euh, il y a une loi spéciale qui est entrée en vigueur et des décrets d'application qui ont tiré les conséquences de cette loi spéciale afin de permettre au ministère de disposer de crédits qu'on appelle les crédits de service votés, et qui leur permettent de faire fonctionner l'administration au quotidien, donc de payer les fonctionnaires, de mettre en œuvre les politiques publiques qui étaient d'ores et déjà mises en œuvre. Et donc il y a plusieurs circulaires de la directrice, de la direction du budget, qui sont signées par les ministres des comptes publics et de l'économie et des finances, qui ont visé à clarifier un petit peu les différentes marges de manœuvre dont disposaient les différentes administrations à ce sujet. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense que ça peut être un sujet, un point utile pour vous à divers titres. Le premier, c'est que dans une copie de finances publiques, c'est important de montrer que certes, il y a la loi spéciale, mais il y a aussi d'autres dispositions qui permettent à l'administration de fonctionner au quotidien, et en particulier les circulaires. Et donc, si vous avez un sujet sur les lois de finances, sur la transparence des finances publiques, sur la continuité de l'État, que ce soit en finances publiques ou en droit public, c'est un exemple que vous pouvez mobiliser de manière tout à fait appropriée pour dire qu'il y a des mécanismes qui sont prévus à la fois par la loi, mais également dans le fonctionnement de l'administration pour permettre une certaine forme de continuité de la vie du pays. Ces circulaires, elles sont intéressantes. Si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble une circulaire, je vous invite à aller les voir, dans la mesure où, à la différence des textes de loi, de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances, les circulaires, en principe, ce sont des normes assez digestes qui ont simplement vocation à informer l'administration de la manière dont il convient de fonctionner, compte tenu de manière cohérente avec les instructions que dresse un ministre. Et par conséquent, c'est un point intéressant si vous n'avez jamais eu d'expérience de l'administration, puisque ça peut vous permettre de saisir à quel, à quel degré de précision peut aller une circulaire. Et surtout, ça peut vous permettre d'avoir des idées de recommandations si jamais dans une copie vous êtes confronté à un sujet de droit public dans lequel il y a besoin de clarification pour les différentes administrations. Et bien là, vous pouvez recommander à votre ministre de prendre une circulaire parce que vous savez à quoi ça ressemble. Mais si vous n'avez jamais vu de circulaire de votre vie, vous ne saurez pas forcément comment se positionner par rapport à ce document. L'un des autres points que je voulais évoquer sur ces circulaires, c'est que en fait, elles permettent simplement à l'administration d'assurer la continuité de la vie de la nation, et elles ne lui permettent pas d'engager de nouveaux projets d'investissement, d'engager de nouvelles dépenses qui, derrière, auraient des conséquences sur la manière dont seraient décaissés les crédits tout au long de l'année. Autrement dit, en fait,
la philosophie derrière les services votés, c'est d'accorder la faculté à l'administration d'assurer un service minimum, d'assurer le strict minimum, sans pour autant euh, conduire à ce qu'il y ait des dépenses qui soient engagées et qui ferait que le Parlement devienne pieds et poings liés par rapport aux dépenses engagées. Imaginons qu'une administration, je ne sais pas, le ministère des Armées s'engage dans un grand projet d'investissement. Euh, Si on est sous service voté euh, et que ce projet d'investissement est très engageant et qu'on parle de plusieurs milliards, eh bien ça contraint plus ou moins le Parlement à se conformer à ce qu'a décidé le ministère des Armées. Or, dans une démocratie, en particulier en démocratie, dans la démocratie française, le Parlement a une place prépondérante et par conséquent, euh, il faut que la personne qui décide d'autoriser l'engagement des crédits, d'autoriser les ministères à engager des crédits, ne soit pas liée par une décision qui aurait été prise par le passé par les ministères. Donc c'est ça un petit peu la philosophie générale de ces services votés. Et vous pouvez là trouver un bel exemple si par exemple vous passez le concours du Sénat qui montre que à travers ces circulaires, le gouvernement veille à ce que l'exécutif, à ce que l'administration respecte le principe selon lequel les crédits sont d'abord l'apanage du Parlement, ils sont d'abord votés par le Parlement, il y a une autorisation qui est faite par le Parlement, et par conséquent, c'est quelque chose qui vous permet de mettre en évidence que le gouvernement n'est pas systématiquement là pour écraser le Parlement. Au contraire, je pense qu'il y a un fort esprit de responsabilité dans la pratique qui conduit le gouvernement à essayer autant que possible de ne pas empiéter sur l'autorisation parlementaire et de laisser les discussions se faire. Cela étant dit, donc cette aparté sur les, les, euh, les circulaires pardon, est en fait le point que j'ai noté, qui je pense est peut-être le plus intéressant de cette déclaration de politique générale sur les finances publiques, euh, c'est que le Premier ministre Bayrou a redéfini la cible de déficit pour l'année 2025. Je vous rappelle que le précédent gouvernement, donc le gouvernement Barnier, tablait sur une cible de déficit de 5,0%, après un déficit d'atterrissage 2024 de 6,1%. C'était une cible ambitieuse qui nécessitait donc à l'époque de réaliser 60 milliards d'euros d'économies. Je vous renvoie pour ça au rapport économique, social et financier. Mais au fur et à mesure de la discussion parlementaire, le Premier ministre Barnier s'est rendu compte qu'il y avait certaines mesures qui ne passeraient pas et qui ne pourraient pas être mises en œuvre, à l'instar notamment du décalage de la revalorisation des pensions de retraite pour les retraités mécaniquement, du décalage au mois de juillet de cette revalorisation de pension. En fait, il faut savoir que les pensions sont revalorisées sur la base de l'inflation et que par conséquent, si on décide de les revaloriser plus tard, on réalise donc au lieu de les revaloriser en janvier, on décide de les revaloriser en juillet. C'est ce qui était prévu au sein du texte. On continue on prévoit bien une revalorisation, donc les retraités verront bien leur retraite revalorisée. Néanmoins, euh, on ne paye pas, entre guillemets, du moins les régimes de retraite ne payent pas la revalorisation sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui conduit à une économie substantielle pour les finances publiques. De mémoire, c'était de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros, ce qui était indiqué dans le rapport économique, social et financier. Mais finalement, au cours de la discussion parlementaire, il y a eu plusieurs lignes rouges qui ont été dressées.
En premier lieu parce qu'on considérait que c'était injuste de s'attaquer à l'ensemble des retraités de manière aveugle, et donc de ne pas faire de discrimination, entre guillemets, entre les retraités qui sont les plus aisés et les retraités qui ont une petite retraite. Et progressivement, en fait, c'est devenu une ligne rouge absolue. Alors de mémoire, c'était plutôt le Rassemblement national qui était sur cette ligne, de ne pas du tout toucher aux retraites. Et donc par conséquent, ça a été un des motifs ayant justifié pour les groupes parlementaires la censure du gouvernement Barnier. Donc face à cette impossibilité de mettre en œuvre certaines mesures de redressement des finances publiques, il y a une nouvelle cible qui a été définie par le gouvernement Bayrou, qui s'élève à 5,4% du PIB contre 5,0% initialement prévu par le gouvernement Barnier. Et donc le deuxième facteur, au-delà de l'abandon de certains dispositifs, ça a été la révision de la macroéconomie. C'est ce qu'indiquait le Premier ministre dans son discours de politique générale, en précisant d'ailleurs que la prévision de croissance pour 2025 était revue à la baisse, notamment en raison d'un moindre dynamisme du marché allemand, enfin d'un climat des affaires plus détérioré en Allemagne. Et comme l'Allemagne est notre principal partenaire commercial, dès lors que l'Allemagne se porte mal, mécaniquement la croissance française se porte mal. Mais bon, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, ça semble assez évident. Et par conséquent, donc, l'objectif que s'est fixé le Premier ministre, c'est de tenir une cible à 5,4% de déficit pour 2025. On y reviendra dans les questions européennes, mais ça posait notamment une question vis-à-vis de notre trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Mais donc, on y reviendra plus spécifiquement. Mais ce que vous pouvez retenir de ça, c'est que voilà, la France a décidé d'engager une trajectoire peut-être un petit peu moins ambitieuse, mais c'est toujours mieux d'avoir au moins une trajectoire définie, au moins une loi de finances et une loi de financement de la sécurité sociale qui sont bel et bien votées pour que on puisse garantir la continuité de la vie des services publics, parce que, comme l'ont précisé les anciens ministres, Antoine Armand et Laurent de Saint-Martin, la France ne peut pas vivre éternellement avec un régime des services votés, parce que tout simplement il y a des dépenses qui sont hors plafond, qui ne sont pas, des crédits qui ne sont pas plafonnés, typiquement certaines dépenses de guichet, certaines dépenses relatives à la fonction publique, donc le traitement des fonctionnaires avec un avancement qui est mécanique, et par conséquent on ne peut pas tenir éternellement sans avoir voté de loi de finances. Et ça vous montre en fait que l'instabilité politique, la composition actuelle du Parlement et le fait que le Parlement n'ait pas réussi à trouver d'accord avec le gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et plus généralement sur les lois financières, ça a un coût pour les finances publiques. Ce coût, c'est, grosso modo, on peut dire que c'est le delta entre le 5 et le 5,4, mais c'est pas exact. Mais voilà, c'est peut-être un peu moins d'ambition sur certaines mesures d'économie, que ce soit en dépenses ou en recettes. Par ailleurs, il y a également un coût vis-à-vis des investisseurs, puisque il n'y a pas d'études qui chiffrent à proprement parler cet élément-là, mais le fait d'avoir une situation complètement incertaine, bien évidemment, ça inquiète les investisseurs, et il peut y avoir sur les taux d'emprunt de la France une forme de prime de risque
qui se surajoutent au taux d'emprunt de marché, justement parce que la France n'est pas en mesure, aux yeux des investisseurs, de démontrer qu'elle est capable de disposer d'un budget voté en bonne et due forme, en temps et en heure. Et donc, dès qu'il y a de l'incertitude, quel que soit le marché, et pas uniquement en matière de finances publiques, vous regardez le CAC 40, le Nasdaq ou le S&P 500, dès qu'il y a de l'incertitude sur une entreprise, sur ses finances, etc., bah, ça crée de la peur, et la peur, mécaniquement, elle conduit à ce que les investisseurs se désintéressent pour aller vers des produits un petit peu plus sécurisés. Bah, on peut faire le parallèle avec les finances publiques. Voilà pour ce qui était de la partie finances publiques de cet audio. Petit point sur les circulaires de services votés, et puis la nouvelle cible de déficit à 5,4% du PIB. Le deuxième élément que je voulais évoquer avec vous, il a trait aux questions sociales. Et donc si j'évoque ces quatre différents éléments, je vais boire un petit peu d'eau, si vous me le permettez. Donc la raison pour laquelle je vous évoque ces quatre différents points, pour ceux qui ont d'ores et déjà commencé à préparer l'INSP, ça peut paraître évident, mais je parle pour les éventuelles personnes qui m'écouteraient et qui n'auraient pas commencé. La raison, c'est qu'il y a une épreuve qu'on appelle l'épreuve de questions à réponse courte, qui porte sur ces quatre matières, les finances publiques, les questions sociales, les questions internationales et les questions européennes. Et par conséquent, je pense que c'est intéressant pour vous. Du moins, moi, quand j'étais étudiant, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui vit dans l'administration et qui me parle des sujets d'actualité, parce que ça prend énormément de temps de discriminer, de regarder Le Monde ou Les Échos tous les jours. Et parfois, en fait, j'ai même l'impression que c'est une forme de procrastination, en fait, de se dire oui, bon, bah, je lis des articles, au lieu de faire des trucs plus utiles, comme m'entraîner, ou bien réviser mes leçons, ou bien identifier mes points de blocage. Et par conséquent, je pense que si vous faites la cuisine, si vous faites la vaisselle, si vous faites un footing et que vous mettez ça dans les oreilles, bah, au moins vous joignez l'utile à l'agréable, si tant est que faire la vaisselle ou la cuisine soit quelque chose d'agréable. Cela étant dit, passons aux questions sociales. Et bah, pour être original, je vais vous parler encore une fois de la déclaration de politique générale, puisqu'il y a un gros point qui a été évoqué par le Premier ministre, François Bayrou, à savoir le point de la réforme des retraites. Alors c'était un gros point d'incertitude, parce que pendant de longues semaines, il y a eu des tractations, notamment entre le parti, ce qu'on appelle le bloc central, je crois. Enfin, j'ai plus le nom exact, mais il me semble que c'est le bloc central. Donc, grosso modo, tout ce qui va de, de l'aile gauche du centre à l'aile droite du centre, grosso modo. Et le Parti socialiste, notamment, au sujet d'un possible accord de non-censure, de ce que je comprends. Alors, je suis pas une personnalité politique, donc je suis pas dans toutes ces tractations, et c'est vraiment de l'interprétation des articles que je peux lire, des débats que je peux voir, etc. Donc à prendre avec des pincettes, mais ce que je comprends, c'est que il y a eu des tractations donc avec le Parti socialiste, et l'un des sujets qui était identifié comme étant une ligne rouge par le Parti socialiste, c'est le sujet de la réforme des retraites. Je rappelle que dans le programme du nouveau Front populaire, il y avait cette idée de revenir sur cette réforme des retraites et de l'abroger. Donc la réforme des retraites qui fait passer de 65 à 67 ans
l'âge légal de départ à la retraite. Et donc par conséquent, le Parti socialiste s'est dit que si on pouvait négocier, s'il pouvait négocier sur ce point-là avec François Bayrou, ce serait une sorte de victoire suffisamment symbolique pour tolérer de ne pas censurer le gouvernement Bayrou. Et si je vous parle de ces tractations, c'est aussi pour faire des ponts avec le concours d'administrateurs adjoints de l'Assemblée nationale, d'administrateurs adjoints du Sénat et d'administrateurs du Sénat, dans lesquels, sauf erreur de ma part, enfin du moins pour le Sénat j'en suis persuadé, vous avez une épreuve de droit constitutionnel. Et en droit constitutionnel, il faut bien évidemment insister sur tout ce qui est euh, pratique et rôle des partis. Et donc là, ça peut vous donner une illustration du fait qu'en l'absence de majorité absolue, de majorité claire, les partis peuvent avoir un rôle tout à fait important au sein de l'hémicycle, plus important même que lorsque il y a une majorité écrasante et que les partis d'opposition sont réduits à s'opposer tout simplement et à ne pas participer à un échange constructif. Et plus largement, en fait, c'est intéressant de voir que je ne sais pas exactement combien il y a de députés socialistes au sein de l'Assemblée nationale, mais c'est pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le parti le plus représentatif, le plus doté en députés, qui aura la plus grande influence. Dès lors que ce parti a une sorte de minorité de blocage, il peut avoir un point important dans les discussions et dans les négociations. Et de manière générale, en fait, il faut que vous sortiez la tête des manuels et que vous vous rappeliez que ce que vous apprenez dans les manuels, ça a des conséquences sur la vie concrète. Et pour moi, c'est l'une des clés pour réussir ces concours, de se rappeler que ce qu'on apprend, c'est quelque chose d'utile finalement et qui sera utile dans son quotidien au sein de l'administration. Ce point étant fait, revenons-en donc à la réforme des retraites. Pendant un temps, donc comme je le disais, il y a eu une incertitude sur l'annonce qu'allait faire François Bayrou, puisqu'il y a un consensus dans tous les partis d'opposition, si ce n'est peut-être le parti de la... Alors peut-être les partis de droite républicaine et le parti d'Éric Zemmour, de la branche Zemmour-Ciotti, où il me semble qu'ils ont une ligne économique un peu plus libérale qui les conduit à ne pas être défavorables à la réforme des retraites, voire parfois à défendre un régime de retraite par capitalisation. J'ai vu des prises de position politique en ce sens, du côté de Sarah Knafo notamment. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, hormis ces différents partis, le sujet de la réforme des retraites et de revenir sur de mettre en place une abrogation de cette dernière revient assez régulièrement finalement. Et par conséquent, on peut quasiment considérer qu'il y a un consensus au sein des partis sur la nécessité, entre guillemets, d'abroger cette réforme des retraites. Il y a deux problèmes, notamment, néanmoins, pour les partis politiques. C'est que les réformes ayant un impact, les mesures ayant un impact sur les finances publiques, qu'elles conduisent à diminuer une ressource publique ou à augmenter une charge publique. Donc j'ai plus les termes exacts en tête de la Constitution, mais grosso modo tout ce qui a un impact sur les finances publiques, c'est l'apanage du gouvernement.
Et ça, c'est l'article 40 de la Constitution euh, qui, qui le dispose. Et par conséquent, il est extrêmement difficile pour les partis politiques qui sont opposés à cette réforme des retraites, quand bien même ils seraient majoritaires, de voter par eux-mêmes, par le biais d'une proposition de loi par exemple, une réforme des retraites, dans la mesure où il faudrait que cette réforme des retraites elle soit endossée plus ou moins par le gouvernement. Sinon, dans l'éventualité où le Sénat adopterait également cette réforme des retraites, le gouvernement serait, enfin la loi ainsi votée serait censurée par le Conseil constitutionnel au titre de sa mission de contrôle du respect des procédures de la Constitution, et notamment parce que la réforme des retraites serait considérée comme un cavalier, enfin pas un cavalier, mais euh, incompatible avec l'article 40 de la Constitution, donc qui prévoit les irrecevabilités financières relatives aux initiatives parlementaires. Le deuxième point, c'est que pour faire adopter une telle réforme, il faudrait, comme je vous l'ai dit, que le Sénat se prononce également en ce sens, dans la mesure où, bon, encore une fois, c'est à vérifier, mais dans mes souvenirs de la Constitution, d'ailleurs c'est un bon exercice pour vous d'aller vérifier ce qui est écrit au sein de la Constitution, dans mes souvenirs de la Constitution, le fait que l'Assemblée nationale statue en dernier ressort, c'est prévu dans le cas où le gouvernement engage cette procédure. Euh, c'est l'article 45 de la Constitution qui le dispose en cas de désaccord au sein en cas d'échec de la commission mixte paritaire, et après une nouvelle lecture à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat, c'est le gouvernement qui peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans le cas contraire, dans le cas où le gouvernement n'engagerait pas cette procédure de dernier mot entre guillemets de l'Assemblée nationale, on considère que tant que l'une des deux assemblées vote positivement pour le texte, la navette continue. Et donc il peut y avoir des allers-retours indéfinis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, avec le Sénat qui refuse de faire passer une telle réforme et l'Assemblée nationale qui accepte de la faire passer. Cette connaissance, ça peut vous être utile si, encore une fois, vous passez le concours d'administrateur de l'Assemblée nationale ou des différents concours parlementaires, et notamment au Sénat, pour montrer que en fait en France on a certes un bicamérisme inégalitaire avec cette possibilité de dernier mot de l'Assemblée nationale. Néanmoins, ce bicamérisme inégalitaire, c'est le cas uniquement quand le gouvernement euh, a une majorité qui est... quand on est face à un projet de texte qui est en cohérence avec ce que veut le gouvernement ou ce que veut le Sénat. Pas ce que veut le Sénat, mais ce que veut le gouvernement, puisque le gouvernement est le seul à pouvoir engager cette procédure de dernier mot. Donc c'est vraiment un point intéressant et important pour vous à avoir en tête si vous passez ces différents concours parlementaires. Donc voilà, en fait, deux freins à ce qui pouvait être envisagé au regard de la composition de l'Assemblée nationale. Il y a bien eu une majorité pour faire tomber le précédent gouvernement. Il pourrait y avoir au sein de l'Assemblée nationale une majorité pour adopter une abrogation de la réforme des retraites. Néanmoins, ces deux points, donc à la fois le point de procédure, donc d'irrecevabilité financière, et le point de dernier mot du Sénat, conduisent à ce que, en fait, il n'y ait pas
de possibilités pour les groupes d'opposition de faire passer cette mesure. Pour en revenir néanmoins à la déclaration de politique générale, en fait, ce qu'a dit le Premier ministre Bayrou, c'est que il envisageait il avait d'ores et déjà confié une mission à la Cour des comptes, donc une mission flash, et je reviendrai sur ce concept, visant à... Alors j'ai plus la terminologie officielle, mais c'est en gros de réaliser un diagnostic objectif, clair, précis, sur la situation des finances des différents régimes de retraite et porter des propositions dans une logique pas vraiment partisane, dans une logique de neutralité partisane. On parle de la Cour des comptes, hein, donc de magistrats financiers, donc de personnes qui, par définition, sont censées être impartiales et qui, je pense, à titre personnel, le sont. Et donc, dans cette logique, l'idée, c'est que la Cour des comptes fournisse une forme d'expertise sur la base de laquelle les partenaires sociaux devront par la suite s'entendre pour proposer une alternative à la réforme des retraites qui a été initialement votée par le Parlement, enfin du moins qui est passée par 49.3 sous le gouvernement. Alors de mémoire c'était sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, mais bon j'en suis plus sûr à 100%, mais de mémoire c'était ça, donc il doit y avoir deux ans. Ouais, c'était 2023, ouais. Ouais, c'était 2023, donc oui, c'était sous le gouvernement Borne par le biais d'un projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale. Et donc, le Premier ministre Bayrou a fait cette annonce donc de demande à la Cour des comptes de mission flash, et par la suite, les partenaires sociaux devront faire des propositions qui, in fine, pourront aboutir lors du vote de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Alors, dans les faits, la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, c'est celle qui porte sur 2025, mais on s'entend, on parle de celle qui portera sur 2026. Eh bien, le gouvernement pourra reprendre à son compte les éventuelles propositions des partenaires sociaux. Néanmoins, le Premier ministre Bayrou n'a pas exclu l'idée de rester sur un statu quo si jamais... alors encore une fois, j'ai plus tout exactement en tête, mais si jamais les propositions ne sont pas satisfaisantes, ou si jamais tout simplement il n'y a pas de propositions alternatives qui permettent de garantir l'équilibre à long terme du régime, des différents régimes de retraite, en particulier du régime général. Et donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, le premier point, c'est que le gouvernement procède en demandant à la Cour des comptes de faire une sorte d'expertise. Et je me suis rendu compte récemment que la Cour des comptes avait... Enfin, si vous allez sur le site de la Cour des comptes, alors je sais pas s'ils ont des stats, mais depuis l'arrivée de Pierre Moscovici, j'ai l'impression que la Cour des comptes, toutes les semaines, il publie quelque chose, il publie un rapport. Et c'est vraiment devenu une institution qui publie énormément de rapports sur la situation de nos finances publiques, sur la bonne gestion de nos deniers publics. Et je trouve ça extrêmement positif, en fait, parce que les rapports de la Cour des comptes sont généralement... Enfin, je dis généralement, mais c'est pour pas dire systématiquement, parce que je les ai pas tous lus. Mais généralement, c'est d'une très grande qualité. Et c'est même, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue démocratique, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, une dépense d'intérêt général, dans le sens où ça éclaire vraiment les gens avec un vocabulaire qui est intelligible, euh, parfois sur des sujets très compliqués, avec beaucoup de travail de vulgarisation, donc des espèces de synthèses, parfois des communications vidéo, des communications très simplifiées parfois.
qui essaie de porter un diagnostic clair, objectif, euh, sans langue de bois, sans détour. Et je trouve ça vraiment euh, assez intéressant en fait pour vous, si vous préparez les concours, d'aller vous approprier un petit peu ces différents rapports. Bien sûr, il ne faut pas tous les lire. D'ailleurs, enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas sur quelle plateforme je vais publier ce truc, mais dites-le moi de la manière dont vous le souhaitez, mais je pourrais éventuellement vous parler de différents rapports de la Cour des comptes. Et donc, j'ai constaté, euh, j'ai fait le constat avec mes yeux euh, du fait que la Cour des comptes donc, publiait beaucoup plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des statistiques, ça doit exister en interne à la Cour. Je ne sais pas si elles sont publiques. Peut-être qu'ils ont un espèce de rapport d'activité. J'en suis pas certain. Mais néanmoins, ce qu'on a vu se développer au-delà des rapports classiques de la Cour des comptes, qui peuvent porter soit sur une politique publique, soit sur un établissement public, et sans oublier aussi euh, les, euh, les rapports des chambres régionales des comptes, il y a eu une grosse hausse de ces rapports, mais il y a eu aussi une grosse hausse de ce qu'on appelle les missions flash, qui sont des missions conduites par la Cour en express, comme leur nom l'indique. Alors habituellement, il me semble qu'un rapport de la Cour des comptes classique, ça doit prendre... et j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Ça doit prendre allez, de 9 à 12 mois entre le début de l'enquête et la publication du rapport. Et pour une mission flash, il me semble que c'est un délai genre de 3 mois. Alors on a vu de plus en plus ces missions flash se développer, que ce soit à la Cour ou au Parlement, avec de plus en plus de missions flash au sein de l'Assemblée nationale, mais également au sein du Sénat. D'ailleurs, il y a une mission flash de la part du Sénat sur la dégradation des finances publiques. Il y a eu une mission flash, il y a eu plusieurs missions flash à l'Assemblée nationale, et notamment une mission flash sur... alors j'ai plus le nom exact, mais c'était sur la période des affaires courantes. Et donc, on est dans une situation où ce mode flash devient de plus en plus important dans les, le travail d'évaluation des politiques publiques. Et je pense à titre personnel que c'est tout à fait positif parce que ça peut permettre de conduire des travaux préliminaires à quelque chose d'un peu plus substantiel. Ça peut conduire à ce qu'il y ait des rapports qui soient réalisés, qui soient d'une très grande qualité. Là, je pense à la mission flash du Sénat sur la dégradation des finances publiques. Alors, bien sûr, il y a un côté politique à ce rapport duquel il faut essayer de se départir, mais du point de vue de la pédagogie, etc., je trouve que c'est un rapport d'une très grande qualité. Donc il y a vraiment des rapports qui sont produits et qui sont d'une grande qualité et qui sont issus en fait de missions flash. Néanmoins, je pense que sur certains sujets, ça peut conduire à ce que on interroge en priorité les acteurs les plus accessibles, à savoir les acteurs de l'administration, les officiels, les grandes institutions, et pas forcément les personnes qui sont concernées au premier chef par les politiques publiques. Par exemple, demain, si on fait un rapport sur l'allocation adulte handicapé, alors bien évidemment, il faudra aller voir les ministères sociaux, il faudra aller voir la direction de la sécurité sociale, il faudra aller voir je sais pas, les ministères qui s'occupent de politique du handicap, il faudra aller voir les grandes institutions qui s'occupent d'insertion, il faudra aller voir les départements qui décaissent ces aides, qui octroient ces aides. Néanmoins,
pour moi, ce serait une erreur de ne pas aller voir les personnes en situation de handicap qui reçoivent la hache, les familles de ces personnes, et toutes les personnes qui, de manière générale, sont concernées de près ou de loin par ce sujet-là. Et en fait, et là, avant de préparer les concours, j'ai eu une expérience en recherche, en sociologie, et je faisais notamment de la sociologie qualitative avec des entretiens. Et donc pour toucher certains publics, avoir des entretiens qualitatifs avec certains publics, c'est parfois assez compliqué en fait. Le mode flash ne permet pas, selon moi, de saisir tous les prismes euh, de nuances, euh, d'interprétation, d'expérience, toutes les différentes nuances des politiques publiques, parce qu'on saisit que le regard des institutionnels, de l'administration, des chiffres officiels, et pas celui des personnes qui les reçoivent. Alors, sur la réforme des retraites, le fait est que par la suite, cette mission flash, elle donnera lieu à une discussion avec les partenaires sociaux, donc qui sont censés représenter aussi les personnes qui sont concernées au premier chef par ces mesures, à savoir les travailleurs, puisque quand on parle de réforme des retraites, généralement on ne parle pas de retraités, mais on parle de travailleurs, de personnes qui sont encore en emploi et qui vont devoir travailler plus ou cotiser plus. Et généralement, la discussion sur le PLF, le PLFSS 25 l'a bien montré, on évite de toucher aux pensions des retraités. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être des angles morts dans certains de ces rapports. Donc pour moi, c'est des rapports qui sont intéressants. Donc si vous avez un sujet sur l'expertise, etc., c'est bien, ou le contrôle de l'action gouvernementale, euh, dans un sujet type droit constitutionnel, c'est bien de montrer que l'activité de contrôle, elle s'est démultipliée au cours des dernières années, avec de plus en plus de missions flash et de plus en plus d'originalité dans les manières de contrôler l'action du gouvernement. Néanmoins, je pense à titre personnel que vous, en termes de recommandations ou du moins de pistes de limites à identifier, c'est bien de mettre en évidence le fait que l'évaluation des politiques publiques, c'est aussi quelque chose qui se fait au long cours et qui n'est pas forcément euh, nécessaire de faire dans un temps qui est un temps flash, parce qu'il y a un risque de ne pas interroger l'ensemble des personnes qui sont concernées par les politiques publiques en question. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette réforme des retraites. Affaire à suivre, hein, parce qu'on n'a pas trop d'informations pour le moment sur ce que contiendra la mission flash, enfin, quelles seront ses conclusions, ni même sur ce que vont négocier les partenaires sociaux. Enfin, sauf erreur, il n'y a pas eu encore de vrai partage des positions des uns et des autres. On est dans une position d'attente et on attend de voir. Je crois que le Parti socialiste était un peu mécontent parce qu'il n'était, parce que le gouvernement a exclusivement décidé de confier cette mission aux partenaires sociaux et donc pas aux partis. Et donc par conséquent, c'est quelque chose qui a suscité des réactions au sein du Parti socialiste. Donc, affaire à suivre. On verra si cette idée euh, de remettre sur la table la réforme des retraites conduit à épargner le gouvernement Bayrou d'une censure. Enfin, à titre personnel, j'en ai aucune idée. J'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, c'est un point intéressant parce que il y a bien ces différents acteurs de la décision publique qui sont mis en évidence. Donc la Cour des comptes, les partenaires sociaux, puis in fine le Parlement. Et donc ça vous donne un bon exemple de comment peut se construire de manière alternative une décision sur les finances publiques. Je bois un petit coup d'eau et on reprend sur les questions internationales.
Alors, sur les questions internationales, je voulais vous parler, sans grande surprise, du sujet de l'investiture de Donald Trump, et en particulier d'un sujet qui m'a un peu intéressé. Donc je reviens pas sur le contexte américain, etc. Je pense que c'est des choses que vous connaissez, les perspectives de guerre commerciale, la hausse des tarifs douaniers, ce genre de choses. Ça, je reviens pas dessus parce que je pense que, j'ai pas de grande valeur ajoutée dessus par rapport à ce qui est déjà disponible dans la presse. Et deux, c'est honnêtement pas des sujets euh, qui sont suffisamment clairs à ce stade pour qu'on puisse se prononcer. On est encore dans une situation de forte incertitude. Et donc, par conséquent, euh, je pense que je vais plutôt me focaliser sur un sujet qui est. Alors, qui n'a pas fait l'objet, à proprement parler, d'une signature de décret dans le cadre de l'investiture, mais qui a été très commenté. Qui est que le. Alors, je ne sais pas si c'est Donald Trump lui-même ou ses équipes, il me semble que ce sont ses équipes et qu'elles se sont appuyées sur son compte X, qui est le nouveau Twitter. Euh, et donc, ces équipes ont décidé de lancer un projet de crypto-monnaie sur une blockchain, la blockchain Solana, euh, qui, qui est détenue, alors de mémoire, c'est à 80% par le président des États-Unis et qui a été mise en vente sur une plateforme en ligne euh, le soir de l'investiture ou le soir avant son investiture. Et donc ça a été mis en vente à quelques centimes pour 20% donc de la liquidité disponible sur cette crypto-monnaie. Et Donald Trump donc a mis un lien d'accès à l'achat de cette crypto-monnaie avec voilà, cliquez ici et puis entrez votre code de carte bleue si vous voulez acheter le Trump Coin. Donc je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le Trump. Et cette crypto-monnaie a atteint, elle a fait un fois 100 je crois, enfin fois 1000 quasiment. Je sais pas à combien elle était initialement, mais elle est passée, je crois qu'elle a passé les 70 dollars à un moment. Bon, elle s'est bien crashée à ce stade. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est en fait. Que le président des États-Unis, la première puissance mondiale, on peut avoir débat avec est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est les États-Unis. Je pense que aujourd'hui c'est encore les États-Unis. Il lance sa crypto-monnaie. Euh, alors que l'Union européenne est en train de bien serrer la vis autour de ses actifs financiers, numériques, le président des États-Unis lance sa crypto-monnaie. Et ça pose énormément de questions. La première question que ça pose, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va porter de vrais projets derrière avec? Est-ce qu'on va pouvoir payer les transactions aux États-Unis avec du Trump Coin? Euh, et qu'en sera-t-il demain, le jour où, enfin si c'est le cas, le jour où Trump n'est plus président? Est-ce qu'on pourra toujours payer avec du Trump Coin? Si les États-Unis se mettent à accepter le Trump Coin, enfin je fais vraiment des scénarios un peu exagérés, mais c'est vraiment pour que vous mesuriez la chose. C'est le président des États-Unis, première puissance mondiale. Euh, et donc, si demain il n'est pas reconduit, il me semble qu'il a, oui, il n'a pas le droit de faire plus de deux mandats, quoi qu'il en soit. Mais si demain il n'est pas reconduit à la présidence, ce qui arrivera donc mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette crypto-monnaie reste
une crypto-monnaie avec laquelle on peut utiliser, enfin on peut acheter des choses aux États-Unis. Il y a énormément de questions qui se posent de ce point de vue-là. Et en fait, je pense que au-delà de ce micro-événement, qui est quand même un gros événement, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment comment est-ce qu'on appréhende les crypto-monnaies à l'avenir. Euh, Parce que il y a possiblement un sujet de fiscalité qui va bientôt se poser sur, sur ce sujet, enfin qui se pose d'ores et déjà, mais qui va bientôt se poser de manière d'autant plus importante. Le débat public a eu tendance à vraiment réduire la crypto-monnaie aux questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Je pense qu'au-delà de ça, demain, il va y avoir un vrai sujet sur la capacité des États à lever l'impôt dans un monde où l'État n'a plus le monopole de l'émission de la monnaie. Aujourd'hui, il y a certains services que je peux payer en crypto-monnaie. Demain, rien ne m'empêche de dire à quelqu'un, à mon voisin par exemple, je repeins la porte de ton appartement en échange de quelques centimes de bitcoin. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Euh, alors bien sûr, je vais pas le faire, mais si demain j'ai envie de travailler au noir, euh, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Si j'ai envie de m'épargner des cotisations sociales et un impôt supplémentaire, que ce soit sur les sociétés ou sur le revenu, je peux tout à fait, au lieu de passer par du liquide, passer par une crypto-monnaie. Et ça, ni ma banque, ni la DGFIP ne sera au courant. Et alors, je vous dis pas ça pour que cela vous incite à euh, vous faire rémunérer en Bitcoin. Je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos investissements et c'est un produit à risque. Mais je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser du point de vue de l'administration fiscale quand on voit ce type d'événement se produire. Alors j'ai vu une réaction de Christine Lagarde qui disait qu'ils allaient lancer un euro numérique. Objectivement, je ne sais pas à quel point ce serait en mesure de concurrencer une autre monnaie numérique que le Bitcoin, quoi. Enfin comme le Bitcoin. Et étant donné que le Bitcoin, c'est un protocole qui est décentralisé, donc il n'y a pas d'autorité à proprement parler il n'y a pas une entreprise Bitcoin. Il n'y a pas un endroit dans le monde où le Bitcoin est généré. C'est quelque chose qui est généré dans plein de pays à travers le monde. Demain, en fait, si vous êtes l'Union Européenne et que vous voulez interdire les crypto-monnaies, bon courage. Parce que comment vous allez faire pour savoir qu'une transaction a eu lieu sur le territoire européen? Comment vous allez faire pour interdire ces crypto-monnaies si demain ça devient l'un des principaux moyens d'échange euh, à, la, à la main, enfin aux États-Unis, etc., etc. Donc je pense qu'il y a énormément de questions qui se posent et il faut bien analyser ces épisodes comme des signaux faibles que des grandes choses sont possiblement en train de changer. Alors je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que demain en fait le Bitcoin va complètement cracher et la blockchain de Bitcoin ou la blockchain d'Ethereum ou la blockchain de n'importe quelle crypto-monnaie ne fonctionnera plus du tout. Mais enfin voilà, pour moi, il y a vraiment une question à se poser du point de vue de la fiscalité et de comment on aborde ce sujet. Voilà pour ce qui était des questions internationales, donc un point peut-être un peu plus court, mais qui est néanmoins important et qu'on peut lier à des sujets de finances publiques. Enfin, un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est un sujet qui est trait aux questions européennes. Initialement, je voulais vous parler de X, parce que je crois qu'il y a de nouvelles sanctions
qui sont envisagées contre la plateforme par la Commission européenne. Mais peut-être que je vous en parlerai une autre fois. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que le Conseil de l'Union européenne a endossé la trajectoire de finances publiques de la France. Attendez, je regarde si c'est bien, public, mais il me semble que c'est public. J'ai vu l'info passer dans le contexte. Mais bon, pour revenir sur le sujet, vous n'êtes pas sans savoir que la France a publié il y a... oui, bon voilà, c'est sur toute l'Europe. Le Conseil de l'Union européenne a publié il n'y a pas très longtemps... Enfin, pardon, je reprends. La France a envoyé à la Commission européenne il y a quelques mois c'est son plan structurel de moyen terme, ce qu'on appelle le PSMT. Et ce plan structurel de moyen terme, il est d'abord endossé par la Commission européenne, qui émet une recommandation pour le Conseil de l'Union européenne. Donc on a la Commission européenne qui dit au Conseil, écoutez, moi j'approuve ou je n'approuve pas ce plan. Pour ce qui est de la France, la Commission européenne a approuvé le plan structurel de moyen terme, qui prévoyait une cible de 5% de déficit en 2025 et un retour progressif aux 3% jusqu'à 2029. Et le problème, c'est que entre-temps, il y a eu une censure du gouvernement en France. Et donc, qui dit censure dit possiblement incertitude sur la capacité de la France à tenir son objectif de finances publiques pour la première année de son PSMT, donc l'année 2025. Cela n'a pas manqué, puisque, comme je vous l'ai dit en tout premier lieu, le gouvernement a rehaussé sa cible de déficit, passant de 5 à 5,4. Et donc il se posait une question au sein de l'Union européenne sur est-ce que du coup il faut actualiser cette trajectoire, ou bien est-ce que on fait comme si de rien n'était, et on dit que voilà, on adopte le PSMT tel qu'il a été envoyé à la Commission et tel qu'il a été endossé par cette même Commission. Ce qu'a décidé de faire le gouvernement, c'est d'envoyer une information au Conseil, enfin je crois que c'est à la Commission, mais ça a peut-être été au Conseil aussi, mais d'envoyer une information en indiquant voilà, on actualise notre trajectoire pour 2025, mais on maintient le déficit à 3% d'ici 2029. Et donc la Commission européenne a salué les efforts du gouvernement français et a considéré que le plan actuel maintenait un niveau d'ambition suffisant pour assurer la stabilité budgétaire du pays, tout en évitant des mesures trop drastiques susceptibles de freiner la croissance. Et donc c'est Valdis Dombrovskis qui s'est prononcé en ce sens. Tout cela pour vous dire que la France a donc désormais une trajectoire de finances publiques qui a été endossée par l'Union européenne et ne manque plus maintenant qu'à tenir cette trajectoire. Donc sujet à suivre. Mais ça pose quand même une forme d'incertitude, dans le sens où si le gouvernement, à la suite de la discussion parlementaire, ne parvenait pas à faire adopter un projet de loi de finances, enfin tout simplement ne parvenait pas, était de nouveau confronté à une censure, ou si le gouvernement devait rehausser sa cible de déficit, encore une fois, parce que faute d'accord politique, de lignes rouges, etc., etc.,
il y a vraiment une incertitude, une incertitude qui se pose sur ce qu'on ferait vis-à-vis de nos partenaires européens. Et donc, c'est un sujet à suivre. Voilà pour ce qui est de cette partie d'actualité. On est à 1h04 d'audio, donc ça fait un petit peu long peut-être, mais bon, si vous êtes en train de faire la vaisselle, alors je suppose que votre vaisselle ne prend pas 1 heure, mais voilà, c'est, je pense, important que je m'étende un petit peu sur les sujets, que je vous donne aussi en parallèle des petites billes pour la préparation. Et en parlant de petites billes, si vous voulez vous entraîner régulièrement, sur des sujets de finances publiques notamment, j'ai lancé un site internet qui est totalement gratuit pour les sujets d'anal, qui s'appelle lacole.fr, dans lequel en fait vous tirez un sujet au hasard, vous avez 10 minutes pour le faire et puis après vous pouvez afficher la correction. Et en fait je vous parle de ça parce que moi c'était, et en plus ça me permettra de faire la transition sur le point suivant, mais moi c'était vraiment ma méthode pour cartonner en finances publiques. Et pour le coup, je pense que c'est une des matières qui a fait que j'ai vraiment réussi les concours de la haute fonction publique. J'étais très bon dans cette matière, tout simplement parce que je m'entraînais tous les jours sur les finances publiques. Euh, En fait, j'avais passé une première fois le concours de l'ENA en 2020 du coup, donc on était en plein Covid. Le concours avait été maintenu, bon, on devait porter un masque et tout, c'était pas ouf, mais bon, on avait pu faire nos épreuves, et je m'étais fait laminer par les épreuves, et en particulier l'épreuve de finances publiques, parce que bah, j'avais tout simplement pas suffisamment préparé, j'étais en première année de mon master, et donc bah, c'était compliqué. Habituellement on le passe plutôt en deuxième année du master, l'ENA, voire en année supplémentaire après le master 2. Et donc là, j'arrive et je tombe sur trois questions que je ne maîtrise absolument pas. Et après m'être fait laminer par l'épreuve, en sortant, je me suis dit, plus jamais ça. Plus jamais une telle humiliation n'arrivera. Et depuis ce jour, en fait, tous les soirs, de 21h à 21h15, je me faisais un sujet d'anal en finances publiques. Et le problème que j'avais, c'est que bah, en fait, c'était compliqué de trouver les sujets. Il y a plein de sites différents, il y a plein de ressources différentes. Enfin, ça crée de la friction. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste que. Et puis, il y a le côté aussi où il faut randomiser tout ça. Donc, j'avais mis en place un système avec un vieil Excel et tout. Et là, en fait, ben, ce que j'ai fait, c'est juste un site internet qui vous permette de vous entraîner très facilement. Il y a juste à cliquer sur afficher un sujet, et vous faites un sujet comme ça. Et puis ben, demain, vous refaites un sujet. Et puis après-demain, vous refaites un sujet. Et puis après-demain, vous refaites un sujet. Et je peux vous garantir que si vous faites ça tous les jours, vous allez devenir une machine de guerre et vraiment prendre un temps d'avance sur les autres. Moi, ce que j'avais en tête quand je faisais ça, c'était de me dire, en fait, les sujets de finances publiques, les sujets de questions à réponse courte, c'est pas un puits sans fond. Et au bout d'un moment, on fait le tour du truc. Et je me suis dit, au bout d'un moment, je vais en faire tellement. Si j'en fais un par jour, ça fait 300 à l'année. Plus de 300 à l'année. Sans compter les galops d'essai, etc. Et je me suis dit, je vais en faire tellement que c'est impossible que j'arrive le jour du concours et que je tombe sur un sujet que je n'ai pas déjà fait. Et du coup, il me semble que ça n'a pas manqué, et que, bah, grosso modo, les différentes questions sur lesquelles je suis tombé le jour du concours, que ce soit le concours de l'Assemblée nationale ou le concours de l'INSP, ben, je les avais déjà fait. Et le truc, c'est que ça n'a pas un coût énorme en fait. Quand vous regardez bien, 15 minutes dans la journée, c'est trois fois rien. Ben, au lieu de. Je vais faire le vieux con, mais au lieu de scroller sur TikTok ou sur Instagram Reels ou YouTube Shorts, vous pouvez vous entraîner. Donc voilà, c'est gratuit pour le moment, lacole.fr. Et ce que j'envisage de faire, c'est de vous proposer des sujets que j'aurais conçus moi-même, avec bah, un petit peu de flair aussi sur ce qui pourrait tomber, etc. Et donc là, ce serait une version payante, mais enfin, je vais pas vous facturer ça 5000 euros.
Mais voilà, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, à la fois sur le développement du site et sur la conception des sujets. Enfin, vous imaginez pas le temps que j'y passe. Et j'ai une vie à côté. Et du coup, voilà. Et puis, c'est juste pour créer aussi une forme de barrière à l'entrée pour vraiment sélectionner les personnes qui soient les plus motivées. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Cela étant dit, euh, ça nous fait la parfaite transition avec un sujet que j'adore, un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, un sujet que je trouve cool, qui est le sujet de la gestion de la dernière ligne droite. Je prends un coup d'eau et je vous en parle. En guise de préambule, ce que je voudrais vous dire, c'est que moi j'aurais rêvé à votre époque. Donc là, je parle comme ça, hein, dans le vide. À ce stade, je me dis que je vais publier ça sur YouTube. Et ça se trouve, en fait, y a personne qui va regarder cet audio, qui va l'écouter jusqu'au bout. Il n'y a personne. Donc peut-être que je suis tout simplement en train de parler dans le vent. Mais si toi, tu m'écoutes, et que tu entends ma voix, et que tu perçois ces conseils, sache que tu es très chanceux, parce que, bon, je veux pas me jeter de fleurs, mais j'aurais aimé, à l'époque où je préparais les concours, avoir le retour d'expérience de quelqu'un sur comment il s'était préparé, comment il avait fait, qu'est-ce qui avait marché pour lui ou pour elle. Et ça, c'est des trucs vraiment très précieux et qui sont qu'on mesure pas assez, je pense. Euh, Parce que en fait, il y a vraiment un monde entre ceux qui sont à Sciences Po et ceux qui sont pas à Sciences Po. Et le monde qu'il y a, ça se résume juste au fait d'avoir accès à des personnes qui ont réussi ces concours. Donc je dis Sciences Po, mais en fait on pourrait dire ceux qui sont à Paris et ceux qui sont pas à Paris. Et du coup, moi j'ai un peu envie de parler aux gens qui m'écoutent et qui sont pas forcément euh, les plus euh, euh, les plus chanceux, dans le sens où ils n'ont pas eu la chance de rentrer à Sciences Po, parce qu'il y a une part de chance indéniable euh, quand on rentre à Sciences Po. Et du coup, j'espère que toi, personne malchanceuse qui m'écoute jusqu'à ces 1h12 et 30 secondes de podcast, j'espère que tu te rends compte de la chance que j'essaie de t'accorder en te donnant mes modestes conseils de progression, d'appréhension de cette dernière ligne droite. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que, bon là on est à 2 mois du concours de l'ENA, je crois que le concours d'administrateur adjoint de l'Assemblée nationale arrive très très bientôt. Quoi d'autre? Il y a le Sénat aussi qui arrive bientôt, etc. etc. Euh, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que, en fait, la dernière ligne droite, c'est un moment compliqué. Parce que on s'était fixé un programme, on s'était dit oui, je vais faire ça, je vais faire mes fiches, puis après je vais réviser, puis après je serai enfin prêt et je vais pouvoir m'entraîner, etc. Bon, finalement, ce programme, vous ne l'avez pas tenu, tu ne l'as pas tenu, je le sais, parce que je suis passé par là. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que personne n'arrive le jour du concours 100% prêt. Personne. Tu pourras demander à qui tu veux. Personne n'arrive 100% prêt le jour du concours. Il faudrait que j'aille faire un micro-trottoir euh, avant le concours de l'ENA, juste à l'entrée, et je demande aux gens, ouais, vous êtes prêts? Tout le monde va me dire non, il y a ce truc que j'ai pas révisé, j'ai fait une impasse sur ce truc, j'ai fait une impasse sur ce truc, etc. etc. Et c'est pour ça qu'à mes étudiants, j'insiste
énormément sur le fait qu'il est nécessaire, indispensable, prioritaire, quand on prépare les concours administratifs et quand on prépare n'importe quel concours, que ce soit HEC, que ce soit l'ENS, que ce soit Sciences Po, que ce soit n'importe quoi, de s'entraîner. Un boxeur, il va pas au combat juste en ayant regardé des cours théoriques, juste en ayant fait du sac de frappe, juste en ayant fait des pompes, fait des abdos, fait de la corde à sauter. Au bout d'un moment, il faut qu'il se cogne sur le ring avec des personnes qui veulent le décapiter. Et ben pour la préparation au concours, c'est pareil. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est vraiment de s'entraîner. Dans cette dernière ligne droite, le secret pour la réussir, c'est de spammer les entraînements, mais comme un porc. Moi, c'est ce que j'ai fait toute l'année. Mais il y avait une partie quand même de l'année où je m'autorisais le fait d'apprendre des choses. Parce que j'avais pas la science infuse sur tous les sujets. Et donc, ce que j'avais initialement, c'était une sorte de 80-20, où de septembre à décembre, grosso modo, j'étais en mode plus ou moins fichage, même si je faisais pas de fiches, je faisais des flashcards. Jamais fait de fiches, ça sert à rien. Comme surligner son manuel, ça sert à rien. Faut pas faire de fiches, arrêtez les fiches, faites des flashcards. Enfin, moi je faisais des flashcards, ça marchait pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu le concours qui ont fait des fiches, donc ne m'écoutez pas. Mais moi je vous parle de mon expérience. Et du coup, à partir du mois de janvier, j'ai commencé à vraiment monter en puissance sur les entraînements. Et je me souviens, j'ai commencé en janvier, je crois. Ouais, j'étais en stage au Conseil d'État. Et donc, ce que je faisais, c'est que matin, midi, ouais, parce que le midi, je mangeais pas en fait, parce que j'étais en stage. Ouais, ouais. Mais bon, quand on veut réussir, on se donne les moyens de ses ambitions. Enfin, ça c'est. Et d'ailleurs, enfin, des fois, je donne cours, je vois les étudiants. Enfin, je sais pas, moi, j'avais vraiment la niaque quand je passais les concours. J'avais vraiment la rage. J'avais vraiment, bon, pas la rage, mais j'avais vraiment en moi cette envie de réussir et de me dire je peux le faire. Et il y a des fois, je vois des étudiants en cours, je me dis mais pourquoi ils sont là en fait? Ils ont pas l'œil du tigre, ils ont pas l'œil du tueur, ils ont pas cette volonté profonde de réussir. C'est peut-être pas de leur faute, mais bon, voilà, simple constat. Et donc, le matin et le midi, je faisais soit des flashcards, donc je fichais entre guillemets mes cours, soit des entraînements. Non, pas des entraînements, soit des révisions de ces flashcards. Parce qu'une fois que vous avez fait votre flashcard, il faut la réviser. Et quand je rentrais chez moi, je mangeais un petit bout, parce que c'est important, il faut manger. C'est important de manger bien. Et je commençais à spammer les entraînements. Une demi-heure de droit public, une demi-heure d'économie, une demi-heure de questions contemporaines. Et, bien sûr, pour finir, les 15 minutes qui font plaisir de comment de finances publiques. Et donc ça, j'ai commencé à spammer. Et j'ai vraiment monté en puissance de ce point de vue-là à partir du mois de février. Et ma grosse marge de progression, elle a été du mois de février au mois de mai. Et là, vous allez me dire, oui, mais Jade, la dernière ligne droite, c'est le mois de juillet et le mois d'août. Et là, je vais vous dire, en fait, pour moi, la dernière ligne droite, c'était de février à mai, puisque il y avait un concours que je préparais, qui était le concours d'administrateur de l'Assemblée nationale, qui se déroulait en mai. Et on a eu la nouvelle en février, il me semble, février ou mars. L'Assemblée nationale l'annonce un peu tard, je crois. Et du coup, pendant cette période, j'ai dû me former au droit constitutionnel, aux, aux épreuves de cas pratiques, etc. Et j'étais déter.
j'avais une détermination de fou furieux. Et j'ai donc spammé les entraînements, etc., etc. Ben, à la fin, j'arrive le jour du concours et je suis vraiment ben, bien préparé et chaud surtout. Et grosso modo, toutes les épreuves se passent bien. Je crois que la pire note que... En vrai, aux écrits de l'Assemblée nationale, j'ai fini deuxième aux écrits. On était plus de 300, je crois. J'ai fini deuxième aux écrits. Euh, et je crois que j'avais pas une note en dessous de 15. Et je suis pas un génie, hein. Je suis pas, je suis pas quelqu'un qui a des compétences intellectuelles supérieures à la moyenne. Je suis juste un gros bosseur. Et quand j'ai un objectif en tête, je suis en mesure de l'atteindre. Voilà, pour ce qui est de mon expérience. Mais pour répondre à la question euh, comment gérer la dernière ligne droite, pour moi, ce qui est essentiel dans la dernière ligne droite, c'est de switcher de 80-20, 80% apprentissage, 20% entraînement, à 20-80 très rapidement. Il y a toujours une partie où vous devez apprendre, ça c'est sûr, parce que c'est impossible d'avoir ingurgité tout le programme, etc. Mais là, en fait, vous êtes dans la phase où ça y est, vous êtes le boxeur, vous commencez à enchaîner les sparring. Il ne faut pas vous blesser, mais il faut commencer à faire de plus en plus d'entraînement en conditions réelles, à faire de plus en plus d'entraînement euh, short, donc de 30 minutes au lieu de 5 heures, à faire de plus en plus de sujets qui vous mettent en difficulté. On va pas chercher la facilité, on va pas chercher les trucs qu'on connaît, on va chercher les trucs qu'on connaît pas. Justement parce que si vous avez besoin de prioriser, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de donner la priorité à ceux que vous ne connaissez pas. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de multiplier les impasses. Et même si un sujet est tombé l'an dernier, il n'y a rien qui vous dit qu'il peut encore, qu'il ne tombera pas cette année. Et moi, ce que je faisais, c'est qu'il y a des sujets que je maîtrisais pas du tout, sur lesquels j'étais nul, etc. Et il me restait plus beaucoup de temps. Et ben, sur ces sujets-là, je me trouvais des annales qui faisaient euh, une dissertation ou quoi. Et ben, je me faisais la dissertation sur le sujet. Et ben, après, j'apprenais les différentes références, les différentes manières d'organiser les idées, les différentes manières de présenter ces idées au sein de cette copie grâce au sujet d'entraînement. Typiquement, il y a un sujet que je maîtrisais mal en économie, qui ne tombe jamais, qui ne tombe jamais, mais c'est pas parce qu'il ne tombe jamais qu'il ne peut pas tomber. En particulier pour ceux qui passent les concours Orient et Occident, là, enfin je sais pas quoi, les concours du Quai d'Orsay. C'est le sujet du système monétaire international. Et du coup, ce truc, j'ai jamais rien compris. Les accords de Bretton Woods, là, je sais pas quoi. Bon, j'ai rien compris, etc. Et du coup, ce que je m'étais fait, c'était juste, bah, j'avais spammé à un moment donné les différents sujets qui portaient sur ce truc. Et c'est en ça que je vous dis que ben, un site comme lacol.fr, ça peut vous être utile. Parce que ben, là, vous avez de trucs spamming qui est automatisé, vous n'avez pas de questions à vous poser sur la manière de spammer vos entraînements. Et du coup, enfin moi s'il y avait un site comme ça qui avait été créé à mon époque, enfin franchement, j'aurais dit aux créateurs mais take my money and shut up ou je sais pas quoi. Mais enfin, et franchement 100% des gens de l'ENA que je connais à qui j'ai montré cette appli, ils étaient en mode putain mais c'est génial ce truc. J'aurais vraiment aimé avoir ça quand j'étais étudiant. Donc franchement vous avez de la chance. Mm. Mais à part ça, du coup, premier conseil, il faut switcher vers un mode où vous vous entraînez de plus en plus et vous vous entraînez de plus en plus en conditions. Parce que un concours, c'est pas juste avoir des connaissances, c'est pas juste ingurgiter et régurgiter des connaissances, c'est savoir construire une introduction, construire une problématique, construire un plan, avoir un style adapté, avoir des parties qui s'enchaînent bien, avoir des titres adaptés, avoir un équilibre entre ces différentes parties, etc., etc. Savoir gérer son temps, savoir
se farcir un dossier. Et je peux vous garantir que demain, on fait un concours open book, c'est-à-dire un concours où tout le monde a, je sais pas, le manuel de référence à côté de lui. La personne qui se distinguera, c'est pas la personne qui aura le plus de connaissances, c'est la personne, ou c'est pas la personne qui passera le plus de temps les yeux rivés sur le manuel, mais c'est la personne qui se sera entraînée et qui aura maîtrisé l'ensemble des mécanismes, qui aura une maîtrise millimétrée de son temps, parce que ça aussi c'est un point super important, la gestion du temps. Euh, et, euh, et pour le coup, enfin, moi j'étais vraiment carré sur toutes mes épreuves. Je savais que je finissais l'épreuve 30 à 15 minutes, enfin 15 à 30 minutes avant la fin, parce que je me laissais toujours un peu de marge pour avoir plus de temps de rédaction. Si jamais en urgence je dois refaire un plan où j'ai pas fini d'écrire parce que j'ai passé beaucoup de temps à formuler certaines phrases sur une certaine partie. Et ça en fait, ça je le savais juste parce que je m'étais entraîné comme un dingue toute l'année. Et donc pour moi, il y a pas de secret. Il faut pas être un expert de tout. Il faut bien maîtriser certaines connaissances. Par exemple, si en droit public vous maîtrisez pas l'arrêt Benjamin, enfin, c'est même pas la peine en fait, aller dormir. Si vous maîtrisez pas la décision, si vous connaissez pas la décision liberté d'association 71 du Conseil constitutionnel, pareil, vous pouvez aller vous coucher ou bien aller à la BU et travailler un peu plus. Par contre, ne pas connaître le dernier arrêt du TA de Lille sur je sais pas quoi, OSEF. Et au bout d'un moment, en fait, votre cerveau, il va toujours se dire ah non, mais je connais pas ça, ah non, mais je connais pas ça, ah non, mais je connais pas ça. Et faut savoir dire à votre cerveau ferme-la, maintenant on va aller s'entraîner, même si on connaît pas tout, etc. etc. Et l'entraînement, en fait, ça va vous permettre de vraiment mesurer ce sur quoi vous devez travailler. Parce que là, vous êtes dans l'incertitude la plus totale. Et réussir au concours, en fait, la personne qui réussit les concours, c'est la personne qui réussit à réduire le plus possible l'incertitude autour de ses chances de réussite. Pour moi, euh, le concours, en fait, vous le passez. Tout le monde a une jauge de chance euh, qui est de 100% si vous êtes à zéro de préparation. Et le jeu, en fait, c'est de diminuer la part de chance euh, dans le fait dans l'épreuve. Et au plus vous parvenez à diminuer la part de chance, au plus vous êtes maître de votre propre destin. Et donc, une personne qui parvient à diminuer sa part de chance, c'est une personne qui a des fondamentaux solides, qui sait faire une intro, qui sait faire une problématique, qui sait faire des titres, qui sait enchaîner les parties entre elles, qui sait gérer son temps, qui sait exploiter un dossier. Et je peux vous garantir que si vous switchez de 80-20 à 20-80, où là, en fait, vous faites entraînement sur entraînement, ou toutes les semaines, en fait, grosso modo, il faut que vous ayez au moins un entraînement en conditions réelles de chaque matière. Et moi, ce que je recommanderais, c'est même 2, voire 3, si vous êtes à temps plein. Si vous êtes à temps plein, faites samedi, dimanche. Samedi, je me fais un sujet de droit public. Dimanche, je me fais un sujet d'économie. Et me dites pas qu'il n'y a pas d'annales. Il y en a plein. Euh, et au pire, à terme, je pourrais vous en faire. D'ailleurs, écrivez-moi un message si vous voulez que je corrige vos copies ou quoi. Euh, je pourrais. J'ai commencé à corriger des copies en vidéo. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et on est tous frustrés parfois d'avoir les commentaires d'un correcteur à l'écrit qui a vraiment pas lu notre copie et qui a aucun conseil pour nous faire progresser. Moi, je pense avoir trouvé un moyen de vous aider à progresser de manière efficace. Et donc, et vraiment de faire honneur à ce que vous écrivez. Donc, écrivez-moi si vous voulez que je me mette à corriger certaines de vos copies. Euh, et, euh, et par conséquent, ouais, moi ce que j'aurais fait, c'est vraiment samedi, dimanche, anal. Et le reste de la semaine, si je suis à temps plein, mettons que je fais du 9h, 17h, 18h, de 7 à 8, je me fais un sujet de droit public en 30 minutes,
ou un sujet de questions contemporaines en 30 minutes. Et quand je rentre chez moi, de 19, si on compte le temps de transport, à 21h, bah là je spamme les QRC je me fais autre chose, qui est le deuxième point que je veux évoquer, c'est la revue d'actualité. C'est important parce que c'est là où vous commencez à mesurer quel sujet pourrait revenir au concours, etc. Et grosso modo, de manière générale, les sujets des concours, ils sont souvent en prise avec l'actualité. Et donc, il faut quand même avoir une capacité à être en prise avec l'actualité, qu'elle soit juridique, qu'elle soit politique, qu'elle soit administrative. Et donc, enfin, c'est en ce sens où cet audio que je fais, mais les différents audios que j'envisage de faire, je m'engage pas à les faire, mais voilà, j'envisage d'en faire plus, peuvent vous être utiles. Donc premier point, entraînement. Deuxième point, suivi de l'actualité. Et troisième point, je dirais que c'est vraiment se focaliser sur ses points faibles. Dans vos révisions, il faut vraiment vous focaliser sur vos points faibles. Focaliser les chapitres sur lesquels vous avez la sensation d'être le moins à l'aise. Si vous êtes en droit public pas à l'aise sur le chapitre sur la Constitution, ben priorisez ça plutôt que les contrats publics. Inversement, si vous êtes plus à l'aise sur les services publics et que les contrats publics c'est pas trop votre cam, bah allez sur les contrats publics. En fait, il faut éviter le Black Swan. Il faut éviter le truc où vous arrivez sur un sujet et en fait c'est vraiment le blackout dans votre tête. Vous savez pas quoi dire, vous maîtrisez absolument pas le sujet. Ce point est réduit avec le format note côté INSP, mais côté Parlement, bah, c'est toujours des dissertations pour la plupart des sujets. Et donc c'est important de vraiment maîtriser ces aspects-là. Euh, donc voilà le deuxième point que je vous donnerai. Et le troisième point que je vous donnerai, pardon. Donc premier point, entraînement. Deuxième point, actu. Troisième point, cibler les sujets qu'on maîtrise le moins. Et quatrième point, progressivement, à mesure que vous arrivez au concours, il faut commencer à vous ménager un peu. Vraiment, faites attention. Faut pas arriver complètement carbonisé le jour du concours. Pardon. Passer un concours, c'est difficile. Le préparer, c'est difficile. Vous êtes des athlètes de haut niveau, en fait. Vraiment, vous êtes des athlètes de haut niveau. Euh, et il faut que vous vous rendiez compte de ça. Euh, un athlète de haut niveau, la veille de la finale du 100 mètres, il va pas enchaîner les 100 mètres. Il va pas non plus se faire de la malbouffe, des trucs comme ça. Il se repose, il chill, il marche un peu, il fait ses 10 000 pas. Voilà, faites ça en écoutant mon podcast, enfin cet audio. Voilà, je pense que c'est vraiment un point important pour vous d'arriver frais. Pour vous parler de mon expérience, bon, je sais pas si vous l'avez mesuré, mais moi j'y allais vraiment hardcore sur ces aspects entraînement, ces aspects préparation, etc. Et donc je suis arrivé, donc j'ai commencé vraiment sérieusement ma préparation à partir du mois de... Enfin non, on va dire que j'ai commencé en août de l'année 2020 à me préparer sérieusement. J'ai gagné en maturité, je dirais, j'ai affiné ma méthode. Et c'est vraiment à partir de janvier où je considère que je commençais à avoir quelque chose qui ressemblait à une vraie méthode. Et du coup, j'y allais à fond de janvier à mai où j'avais ma première échéance, puis après septembre, enfin août quoi, parce que il y avait le concours de l'INSP. Et je me souviens, je passais le dernier concours blanc de Sciences Po, qui est la première semaine de juillet de mémoire. Et je me souviens, en fait, j'avais l'impression d'être un zombie. J'avais l'impression de voir flou. Euh, et enfin, franchement, c'était horrible. J'avais plus goût à rien. Alors, je sais pas si je crois que j'avais pas chopé le Covid, mais j'étais malade, j'étais pas bien, quoi. Et donc, en parallèle, j'étais remotivé un peu parce que j'avais été admissible à l'Assemblée nationale. Mais je sais pas, mon corps, il me disait stop.
Et donc j'ai passé ce concours blanc. Bon, après, j'ai appris par la suite que c'était le concours blanc que j'avais le mieux réussi. Mais je passe ce concours blanc et je me sens dans un état catastrophique. Et ce que je fais, parce qu'en plus j'étais sorti des épreuves de l'INET, j'avais passé l'INET, j'ai pas eu l'INET, voilà, ni admissible ni admis. Euh, mais du coup j'étais sorti, enfin c'était cata quoi. Et je me suis dit, euh, enfin c'est plus possible. Et signe du destin ou je ne sais quoi, enfin j'ai dû prendre une semaine de vacances. Enfin, c'était indépendant de ma volonté, mais j'ai dû prendre une semaine de vacances pour des raisons personnelles. Et pendant cette semaine de vacances, j'avais pris des petits bouquins avec moi. J'avais pris le règlement de l'Assemblée nationale parce que je devais préparer l'épreuve de droit parlementaire. Et je m'étais dit, ouais, bon, je vais potasser ça à minima. Et finalement, j'ai passé la meilleure semaine de ma vie où j'ai rien foutu. J'ai fait que bouffer et chiller. Et franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Et honnêtement, je suis arrivé donc en juillet. J'ai un peu levé le pied, où je me faisais plus des gros 8h, 21h. Bon, j'abuse un peu, mais je me faisais plutôt des 10h, 16h. Et franchement, enfin, j'étais vraiment, j'étais vraiment libéré d'un poids, etc. Donc ouais, si vous pouvez, prenez-vous une semaine, un mois avant le concours où vous faites rien, si vous le pouvez. Sinon, faites en sorte de prendre au moins un week-end, voilà, pour vraiment bien vous reposer. Et la semaine d'avant, allez-y tranquille. Donc voilà. Et peut-être juste un dernier tout petit truc dans la dernière ligne droite. La veille d'une épreuve, je ne révise jamais l'épreuve. Je répète, la veille d'une épreuve, je ne révise jamais l'épreuve. L'avant-veille d'une épreuve, je me fais juste un sujet pour me mettre en confiance. Un sujet que je maîtrise ou quoi, pour me mettre en confiance. Parce que c'est important d'être en confiance. C'est comme un boxeur. Je prends beaucoup cette analogie, mais un boxeur, les derniers sparring qu'il va faire, c'est en principe avec des mecs qui vont pas le mettre trop en difficulté, voire sur lesquels il aura le dessus, parce que mentalement, il a besoin de se dire, ok, je suis pas une serpillère, quoi. Je peux me débrouiller, etc. Là, pour vous, c'est pareil. Mentalement, il faut pas que vous vous mettiez face à des sujets qui vous traumatisent. Sinon, ça va vous mettre dans des conditions de stress qui sont pas tenables. Et donc, mettez-vous dans vos meilleures dispositions, comme dirait Aimé Jacquet. Faites ce que vous savez faire de mieux. Et donc, la veille, je ne révise pas parce que ça me stresse plus qu'autre chose. Après, il y a des gens, je sais, qui révisent jusqu'au dernier moment. C'était pas mon cas. Et le jour du concours, puisqu'on parle de la dernière ligne droite, j'arrive, casque sur les oreilles, je parle à personne. Bon, si je vois des potes, je leur dis salut. Je vais à ma table, je passe aux toilettes vite fait, et puis là, full focus. Je suis dans ma bulle, full focus. Et j'arrive une demi-heure en avance. Enfin, j'arrive sur les lieux du crime, les lieux où va se passer la dinguerie, les lieux où voilà, il va falloir découper de la copie. J'arrive une demi-heure avant que les portes ouvrent. Comme ça, je suis sûr. C'est trop bête de se mettre un retard, d'être en retard à cause de la RATP ou je sais pas quoi. Moi, ça m'est arrivé pour la petite anecdote à une épreuve orale où je pensais qu'on était convoqué à 14h, à 14h30, et en fait, c'était 14h. Et j'étais tranquille sur mon vélo. Et je reçois un appel. Et en fait, c'est la dame de l'INSP qui me dit un truc du type ouais, vous êtes en retard, vous allez bien venir. Et je lui dis oui, oui, oui. Je pensais que c'était 14h. Elle me dit ok, si vous êtes en route, c'est bon. De toute façon, on prend systématiquement 1 heure de sécurité. Enfin, j'avais eu beaucoup de chance pour le coup. Parce que sur cette épreuve orale en particulier, ils prenaient 1 heure de sécurité. Et du coup, finalement, j'ai pu passer cette épreuve, qui était l'épreuve collective d'interaction. Et donc, je pense savoir pourquoi ils prenaient 1 heure de sécurité, c'est que
En fait, comme c'est une épreuve collective, ça influe sur... Enfin, s'il y a un absent, s'il y a plusieurs absents même, ça peut fausser l'ensemble du groupe, quoi. Mais bon, voilà. Donc casque, etc. J'arrive en avance et puis je ne parle à personne. Sauf aux épreuves orales ou sur l'épreuve collective d'interaction, il faut bien parler à quelqu'un. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la dernière ligne droite. J'espère que ça vous a été utile. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit à me mettre un mail ou un message sur soit le canal Telegram, soit un mail si vous avez mon adresse mail. Et si vous ne l'avez pas, mettez-moi un commentaire pour que je le mette pour que je la mette dans la description. Je vous souhaite bon courage dans votre préparation au concours et puis encore une fois, preneur de vos retours si ça vous a été utile ou pas.